Dans les vidéos précédentes, dans les sous-parties de ce cours précédentes, nous avons dit que la linéarité des systèmes étudiés se traduisait par le fait que nous allions étudier des systèmes modélisables par des systèmes d'équations différentielles dans le domaine temporel. D'accord? Et on va voir comment modéliser un système d'équations différentielles dans le domaine de la place. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se contenter d'étudier des équations différentielles temporelles, on va utiliser un outil qui permet de simplifier les calculs et de simplifier la modélisation des systèmes pour être plus efficace et plus pertinent dans notre approche. Pourquoi ça? La résolution d'un système d'équations différentielles, et on parle bien d'un système, pas forcément d'une équation différentielle seulement du premier ordre, mais la résolution d'un système d'équations différentielles, c'est une résolution qui peut être complexe, c'est un problème qui peut être long à résoudre et c'est fastidieux, d'accord? Donc, si on veut être efficace, on a besoin d'un outil mathématique pour modéliser et résoudre le comportement d'un système de manière plus efficace, c'est ce que j'ai dit avant, quoi. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la transformée de Laplace, et donc la transformation de Laplace. Et on va voir que d'un système d'équations différentielles, on va se ramener à l'étude d'un système d'équations polynomiales, finalement. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus facile à étudier. Donc la transformée de Laplace, c'est, à titre informatif, cette définition, c'est toujours bien de la savoir, mais je ne vous demande pas de la connaître par cœur, pour le moment en tout cas. Cette définition, c'est la suivante. On prend une fonction f de t, fonction réelle d'une variable réelle t. Pour nous, t, c'est la variable représentative du temps, d'accord? Et cette fonction f de t, elle est telle que f de t égale 0 si t est inférieur strictement à 0. Vous vous rappelez, l'échelon, on avait dit, c'est une valeur qui est nulle jusqu'à l'instant t égale 0 et qui passe à une autre valeur. Ou la rampe, quand on avait parlé des signaux test, c'était une valeur qui était nulle jusqu'à l'instant t égale 0, puis qui commençait à accroître linéairement avec le temps. Et on imagine aussi, enfin c'est pas on imagine, c'est une hypothèse sur la fonction f de t, on dit que f de t ça doit être un signal à énergie finie, et en fait c'est l'intégrale de f de t sur 0 plus l'infini converge. Donc l'intégrale de f de t sur 0 plus l'infini a une limite, d'accord? On définit sa transformée de Laplace, la transformée de Laplace qu'on note grand L de f de t, comme la fonction grand F de p, donc p c'est une nouvelle variable, ce n'est pas une valeur p, p c'est une variable complexe, d'accord? Donc complexe au sens mathématique du terme, d'accord? Et donc cette fonction grand F de P, qui est la transformée de Laplace de la fonction petit f de t, elle est définie de la manière suivante. Grand F de P, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins p fois t dt. Donc ici, P, c'est notre variable complexe qui sera la variable de notre nouvelle fonction, entre guillemets, grand F de P. T, c'est la variable temporelle, c'est le temps. dt, du coup, c'est le petit intervalle de temps. On voit bien pourquoi il faut que l'intégrale de f dt sur 0 plus l'infini converge, vu qu'on fait l'intégrale de f de t exponentielle moins p de t dt, d'accord? Et c'est comme ça qu'on définit la transformée de Laplace. Alors cette définition, elle peut paraître fastidieuse, mais en réalité, on va se rendre compte que dans la majorité des cas qu'on va rencontrer, on n'en a pas forcément beaucoup besoin, et on va se limiter à des cas standards qui sont très faciles à mettre en place, grâce à une certaine propriété. En tout cas, ce qu'on peut déjà constater, c'est que la transformée de Laplace, elle a une propriété de linéarité. C'est-à-dire que la transformée de Laplace de alpha, alpha étant un réel, d'accord, de alpha f de t plus bêta g de t, c'est égal à alpha fois la transformée de f de p, plus bêta fois la transformée de g de p, donc la transformée de g de t, quoi. Pour la dérivation, si on fait la transformée de Laplace de la dérivée de f de t par rapport au temps, d'accord? Donc, je fais la transformée de dérivée de f de t. On peut dire que c'est grand F' de p, c'est la transformée de la dérivée, donc on met le prime au nom de la transformée. Eh bien, c'est p fois la transformée de ma fonction f de t elle-même, d'accord? Et moins f de 0, et c'est bien petit f de 0, c'est-à-dire moins la valeur initiale à l'instant t égale 0. Mais on verra qu'on va travailler, nous, dans les conditions de Heaviside, c'est-à-dire qu'on va tout le temps travailler dans le cas où les conditions initiales sont nulles pour la fonction elle-même et toutes ses dérivées. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que par exemple, la dérivée seconde
de f, la transformée de la place de la dérivée seconde de f de t, c'est-à-dire f seconde de p, ça va être égal à p carré fois f de p, moins p fois petit f de 0, moins f' de 0. Sauf que si petit f de 0 égale 0 et f' égale 0, on se rend compte que quel que soit le degré de dérivation de notre fonction f de t, lorsqu'on en fait la transformée de la place de la dérivée énième de f de t, c'est p puissance n fois la transformée de la place de f de p. Et donc vous voyez bien déjà là que un système d'équations différentielles va vite se transformer en quelque chose de beaucoup plus facile à étudier, quoi. Parce que chaque degré de dérivation correspondra à je multiplie par p la transformée de la place de ma fonction d'origine. D'accord? Et du coup, ça va nous simplifier les calculs et l'analyse du système. Mais attention, c'est condition initiale nulle. Il faut au moins se rappeler qu'il y a cette hypothèse-là. Ok? L'intégrale, quant à elle, eh bien, ça va se traduire comme ça. La transformée de la place de l'intégrale de 0 à t de f de t dt, c'est égal à, donc, en gros, la primitive de f de t. La transformée de la place de la primitive, c'est la transformée de la place de la fonction elle-même divisée par p. Donc finalement, il y a quelque chose de très palpable là-dedans. C'est que quand on dérive, on multiplie par p, quand on intègre, on divise par p. Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles à étudier. De même, il y a deux théorèmes qui vont nous permettre vraiment d'avoir des résultats efficaces très rapidement. C'est qu'il y a le théorème de la valeur initiale qui nous dit que il permet de calculer à partir de la transformée de la place la valeur de f de t au voisinage de 0, c'est-à-dire que la limite quand t tend vers 0 de f de t, petit f de t, est égale à la limite quand p tend vers plus l'infini, donc si t tend vers 0, p tend vers plus l'infini, de p fois f de p. D'accord? Et le théorème de la valeur finale, lui, il nous dit, pas l'inverse, mais quelque chose comme ça de croisé, il nous dit que la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, c'est-à-dire la valeur finale que va prendre notre fonction f de t qu'on est en train d'étudier, ça peut être la sortie de notre système, ça peut être autre chose, hein. En général, c'est la sortie qui nous intéresse. Donc la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, c'est égal à la limite quand p tend vers 0 de p fois f de p étant la transformée de la place de la fonction f de t qu'on est en train d'étudier. Donc finalement, en faisant une limite quand p tend vers 0, on va avoir une image de la valeur finale de notre fonction sans avoir à faire une grosse analyse temporelle, ni même à avoir à étudier tout le système d'équations différentielles. On va le passer dans le domaine de la place et on va pouvoir étudier cette limite. Évidemment, ça a une grosse puissance de résolution, et si en plus on associe ça à un logiciel de simulation comme MATLAB ou Scilab, eh bien on peut rentrer dans des résolutions de problèmes très très complexes avec un outil extrêmement puissant. Ce qu'on peut appeler de la modélisation multiphysique, puisque tout ce qu'on est en train de voir sur les transformées de la place et les modèles de SLCI, il n'y a pas de frontière entre le fait que ce soit des phénomènes électriques, mécaniques en translation, mécanique en rotation, thermique, tout ça, ça dépendra de nous, ce qu'on arrive à mettre en équation ou pas. Et après, il y a les modèles acausaux, c'est encore autre chose, ça. Mais là, nous, on parle de modèles causaux avec des transformées de la place. Théorème du retard. Donc ça, c'est un peu plus particulier, il est un peu plus pointu, c'est à connaître ou à savoir retrouver. Le théorème du retard, il nous dit quoi? Il nous dit que la transformée de la place de la fonction retardée d'un temps tau se déduit de la transformée de la place de la fonction non retardée grâce à la relation suivante. La transformée de la place de notre fonction f de t moins tau, donc t moins tau, ça nous donne la fonction retardée de tau, d'accord? C'est égal à exponentielle moins tau p fois la transformée de la place de f de t, donc c'est-à-dire exponentielle moins tau p fois grand f de p. D'accord? Si notre fonction est retardée, ici la fonction bleue elle est retardée par rapport à la fonction rouge, c'est la même chose mais à tau secondes plus tard, et bien la transformée de la place de cette fonction tau secondes plus tard, c'est exponentielle moins tau p fois la transformée de la place de la fonction f de t d'origine. Ok, du coup, on va avoir besoin des transformées de la place de nos signaux tests pour être capable de mettre en entrée de notre système l'expression de nos signaux tests dans le domaine de la place. Eh bien,
ce sont des choses assez simples à retenir, mais à connaître vraiment absolument par cœur, c'est que la transformée de la place d'un échelon qui s'exprimait dans le domaine temporel E0 fois U de t, là, ce sera E0 sur P. D'accord? E0 sur P. C'est ça la transformée de la place d'un échelon. Et si c'est une rampe, c'est la pente A sur P carré. Et ça, c'est la transformée de la place de la fonction f de t qui avait pour valeur A fois t fois U de t. Ok? Donc, à connaître par cœur ces deux expressions. Un échelon E0 sur P, une rampe A sur P carré. Maintenant, on va reprendre un petit peu la modélisation de notre système et on va parler de fonction de transfert. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a dit tout à l'heure, un système, un SLCI, c'est un système où je mets une entrée E de t, c'est ma grandeur d'entrée, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une tension, c'est une consigne, c'est une température, c'est une force. Bref, j'ai une grandeur E de t, une grandeur physique, et dans mon système, j'ai un système d'équations différentielles, tel que représenté dans le bloc central là, du diapo en haut, et en sortie, j'ai S de t, la sortie de mon système, sa réaction, quoi, son comportement. Avec la transformée de la place, ça me donne quoi? Vu que j'ai un système d'équations différentielles, ça me donne an fois p puissance n fois s de p, plus an-1 fois p puissance n-1 fois s de p. S, c'est quoi? C'est le signal de sortie, lorsque E, c'est le signal d'entrée, d'accord? Et donc, on voit comme ça que je vais avoir, grâce aux propriétés de la transformée de la place en ce qui concerne la dérivation, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était 2-3 diapos précédemment, là, eh bien, je vais pouvoir, en fait, avoir un polynôme de P, facteur de S de P, est égal à un polynôme de P, facteur de E de P. Et on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une fonction de transfert, souvent notée H de P, qui est égale à la sortie sur l'entrée. Et la sortie sur l'entrée, ça va donc me donner le polynôme qui était en facteur de P divisé par le polynôme qui était en facteur de S de P. D'accord? Et du coup, ça, on peut travailler sur un petit jeu d'écriture. On peut se dire que c'est un numérateur fonction de P sur un dénominateur fonction de P lui-même. Et on peut représenter ça de la manière suivante. C'est K fois P moins Z1, facteur de P moins Z2, facteur de P, tous les Z étant égaux au 0 de notre fonction de transfert. C'est-à-dire que quand P prend ces valeurs-là, attention, P c'est une variable complexe, hein, donc les Z sont des variables complexes, sont des valeurs complexes potentiellement. Quand P prend ces valeurs-là, notre fonction de transfert est nulle. Et en dessous, on a les pôles. On peut dire que notre dénominateur, on le factorise sous la forme P moins P1, facteur de P moins P2, facteur de P, etc. Et P1, P2, Pn sont les valeurs complexes que P peut prendre pour annuler le dénominateur. D'accord? Ce sont des valeurs particulières, quoi. Mais du coup, vu qu'on a cette forme-là, on peut mettre en place la forme canonique. On peut mettre en place la forme canonique de notre fonction de transfert. C'est-à-dire qu'on va écrire notre fonction de transfert sous la forme K sur P puissance alpha. À quoi il correspond notre alpha? Il correspond au nombre de fois où le pôle est égal à 0. C'est-à-dire que je peux très bien avoir P moins 0, c'est-à-dire P fois P fois P moins P3, etc. Et du coup, alpha, il sera égal à P carré, quoi. D'accord? Donc, alpha, c'est quel est le degré de P que je peux mettre en facteur de tous mes autres termes, quoi, finalement. D'accord? Et donc, K, c'est quoi? C'est le gain, c'est ce qu'on a mis en haut, là. K sur P puissance alpha, facteur 2, et au numérateur 1 plus A1 fois P plus, enfin, ou B1 fois P, etc. Donc, c'est 1 plus nanana jusqu'à P puissance M, divisé par 1 plus nanana jusqu'à P puissance N moins alpha, avec la possibilité qu'alpha soit égal à 0. D'accord? En fait, pourquoi est-ce qu'on met ça sous cette forme-là? Parce que quand on identifie la forme canonique d'une fonction de transfert, ça va nous permettre par la suite, en allant plus loin dans le cours et plus loin dans nos connaissances, ça va nous permettre d'avoir des résultats automatiques sans avoir à faire plus de calculs. Simplement, cette forme-là débouchera sur des résultats qu'on aura automatiquement, donc avec moins de travail. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir faire la mise en place d'une forme canonique, d'accord? On aura des exercices de TD là-dessus pour illustrer, il n'y a pas de souci.
Et donc, je reprends cette forme canonique et cette forme canonique, elle est issue de la forme précédente où on a factorisé le numérateur et factorisé le dénominateur. Et donc, on va pouvoir définir un peu les choses. Les ZI sont les zéros de la fonction de transfert. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les valeurs de P qui annulent le numérateur. Les PI sont les pôles de la fonction de transfert. Ce sont les valeurs de P qui annulent le dénominateur, cette fois-ci. D'accord? Le degré du dénominateur, D de P, là, est appelé ordre de la fonction de transfert ou du système. En fait, le système va être associé à sa fonction de transfert, parce que c'est la fonction de transfert qui régit le comportement du système face aux entrées qu'on va lui proposer. D'accord? Donc, N est l'ordre du système. D'accord? Ça, c'est important. Le N, c'est celui qui est au dénominateur. OK? L'équation D de P égale 0 est appelée l'équation caractéristique du système. Sa résolution permet de déterminer les pôles du système de la fonction de transfert. Et les pôles, vous verrez plus tard, notamment en deuxième année, que les pôles de la fonction de transfert régissent énormément son comportement en termes de stabilité et en termes de temps de réponse. D'accord? Le facteur constant B0 sur A0, alors B0 sur A0, on les retrouve où? Ce sont des valeurs qu'on retrouve dans la première mise en équation ici. Ici, on avait du B0 au numérateur et du A0 au dénominateur. Eh bien, ce terme de A0 sur B0, on va l'appeler gain statique et on le note K. K ici, il est égal à B0 sur A0. Pourquoi? Parce qu'on veut un 1 ici, on veut un 1 au numérateur et un 1 au dénominateur dans notre expression d'une fraction de deux polynômes. D'accord? S'il existe une racine nulle d'ordre alpha de D de P, une racine nulle d'ordre alpha de D de P, ça veut dire quoi pour rappel? Ça veut dire que P égale 0 annule alpha fois le dénominateur. C'est-à-dire que le dénominateur, on peut l'écrire sous la forme de P fois P fois, et ça alpha, on fait P fois P fois P alpha fois, d'accord? Fois P moins quelque chose, fois P moins quelque chose, d'accord? Eh bien, un terme P puissance alpha, du coup, il apparaît au dénominateur, et alpha, c'est la classe du système, d'accord? Alpha, c'est la classe du système. Pourquoi c'est intéressant de mettre en évidence la classe du système? Parce que, là encore, ça nous donnera des résultats automatiques sur certaines performances de notre système quand on aura appris un peu plus à étudier ces choses-là. Donc, cette forme-là, pourquoi elle est intéressante à obtenir? J'insiste là-dessus parce qu'on peut se demander mais qu'est-ce qu'on en a à faire de mettre sous forme canonique une fonction de transfert? Eh bien, c'est pour avoir des résultats automatiques sans avoir à faire plus de calculs et sans utiliser plus de théorèmes. Et donc, évidemment, c'est intéressant. Plus les choses vont vite et sont efficaces, et plus c'est intéressant pour nous, quoi. Et donc, voilà ce qu'il en est pour la transformée de la place, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les fonctions de transfert. Ce qui est important à retenir, c'est transformer de la place de la dérivée d'une fonction, c'est P fois la transformée de la place de la fonction. Transformée de la place de la dérivée seconde, du coup, c'est P carré fois la transformée de la place de la fonction, et ainsi de suite. Intégration, la transformée de la place de la primitive de f de t, ça va être la transformée de la place de f de t, c'est-à-dire grand F de P, divisé par P. Et autre chose importante à retenir, l'expression dans le domaine de la place de nos deux signaux test, l'échelon, E0 sur P, et la rampe, A sur P carré. D'accord? Si vous retenez ça, plus les propriétés de la transformée de la place, on sera vraiment pas mal. Les propriétés de la fonction de transfert et les termes, là, il y a un peu de vocabulaire à connaître. Le terme de classe, le terme de gain statique, le terme d'ordre du système, les pôles et les zéros sont des choses qu'il faut connaître par cœur. Là-dessus, il n'y a pas 10 000 astuces et on est obligé de passer par là lorsqu'on étudie les SLCI. Après, pour le moment, on n'est que sur du cours. Évidemment, ça peut vous paraître obscur et vous verrez que quand on applique, ce sont des choses relativement simples et relativement lisibles à faire. C'est des automatismes à avoir et ça se passe plutôt bien. Ce sont des notions que vous reverrez en deuxième année et ce sont surtout des notions qui tombent très très souvent au concours. Donc il est important de maîtriser ça. Et c'est vraiment un outil de travail très puissant une fois qu'on commence à le maîtriser. Voilà.